Quel est le rapport des forces politiques après la manifestation de juillet 1917? Après la manifestation de juillet, rapport de force politique, il va petit à petit se dégager parce que, évidemment, au lendemain de la fusillade et des arrestations de cette manifestation, le rapport de force est aux mains de la réaction. Mais en fait, à aucun moment la réaction ne va avoir la capacité d'utiliser ce changement de rapport de force pour faire avancer ses pions. C'est une situation un peu paradoxale. Les dirigeants, une partie des dirigeants bolcheviques sont poursuivis ou en prison. Lénine, le parti décide de lui faire quitter Petrograd et il va rester clandestin jusqu'au 25 octobre 1917. D'autres dirigeants bolcheviques sont obligés de se cacher, mais en même temps, le parti à aucun moment ne va être interdit. On va rétablir à l'armée la peine de mort contre les soldats qui seraient contestataires, mais les officiers continueront à avoir des difficultés à se faire obéir. Donc, le rapport de force, petit à petit, il va apparaître comme n'étant pas celui dont on avait l'apparence. Le rapport de force, c'est que les soviets continuent de fonctionner, même s'ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, les soviets continuent de se réunir, continuent de prendre des décisions et font contrepoids à l'administration. Et puis alors surtout, ce qui se produit, c'est que petit à petit, on voit les majorités dans les soviets se modifier. Par exemple, un certain nombre de soviets passent sous une majorité bolchevique. C'est en particulier celui de Petrograd qui va très vite être conquis par les bolcheviks, mais pas seulement, on va avoir ce phénomène-là dans les grands centres industriels. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'à l'armée, les soviets de soldats continuent de s'opposer aux décisions de l'état-major, notamment pour la tuerie de la guerre 14-18, mais aussi à refuser la répression contre les travailleurs et contre les paysans. Et puis, alors c'est très lent au mois de juillet-août, mais ça va exploser après le mois de septembre. On assiste un peu partout à des mouvements paysans qui peu à peu se transforment en insurrection, en véritable jacquerie, et où ils saccagent les récoltes de la noblesse et ils se partagent les terres. Donc on a un début là d'un mouvement paysan qui prend possession de la terre, qui est une des grandes revendications de la paysannerie russe. Et puis, l'autre élément, c'est que cette contre-révolution, qui est composée des forces féodales, ou tout au moins monarchistes, pour ne pas exagérer, les forces monarchistes, les cadets, avec leur position constitutionnaliste, avec les conciliateurs, c'est-à-dire le Parti socialiste révolutionnaire et les mencheviks. Ils sont incapables de se mettre d'accord ensemble. Et s'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord ensemble, c'est pas parce que ils ont des problèmes de caractère, c'est parce que fondamentalement, ils ne représentent plus des masses suffisantes pour pouvoir justement stabiliser leur position, ou les masses qui les soutenaient jusque-là commencent à entrer en contradiction avec eux. Et par rapport à ça, il faut voir que le mouvement révolutionnaire, malgré toutes les difficultés, y compris de la semi-clandestinité dans laquelle est le parti bolchevique, lui, il progresse. Le parti bolchevique, au début du mois d'août, a 240 000 adhérents. Et 240 000 adhérents, c'est à mettre en rapport
avec le fait qu'ils étaient 23 à 24 000 à la sortie de la clandestinité au mois de février. Et ils étaient 100 000 au mois de juin. Donc, en fait, la contre-révolution semble avoir marqué un grand coup, mais dans la réalité, le mouvement révolutionnaire continue. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en général, quand la contre-révolution prend le dessus, le mouvement révolutionnaire s'affaiblit. Or là, on a l'impression que les travailleurs ont effectivement subi une défaite, qu'ils sont en recul, mais qu'en même temps, ce n'est pas la débâcle. C'est un recul qui est un recul tactique et qui leur permet de recomposer leurs forces et de reconstruire leur base. Mais à aucun moment, on a une situation où, disons, il y a même un début de panique. Et ça, c'est lié au fait que les bolcheviks, à partir de ce moment-là, finalement, ont construit un parti qui permet d'expliquer aux masses, d'organiser les masses, d'entraîner les masses dans les batailles, et notamment dans les batailles revendicatives, qui sont celles sur lesquelles ils vont s'appuyer pour transformer ces batailles revendicatives en batailles politiques. Quelle est la position des bolcheviks? Justement, ce qui est un des éléments du rapport de force qui est en train de se construire, c'est que les bolcheviks vont faire quelque chose qui est quand même assez unique historiquement. Dans la situation de semi-clandestinité où ils sont, ils vont tenir un congrès, le sixième congrès du parti, pour définir la stratégie et la tactique à mener pour aller vers la révolution, pour mettre en application les thèses d'Avril. Ce congrès, il se tient je crois, dans 2 endroits différents, avec le temps, pour éviter que les forces contre-révolutionnaires puissent empêcher sa tenue. Et à ce congrès, dans lequel Lénine va intervenir par l'intermédiaire de lettres, d'interventions qui sont amenées clandestinement au congrès, celui qui va être un petit peu la pièce maîtresse au niveau de l'élection de ce congrès, c'est Staline. Staline fait 2 rapports, un sur la situation politique, un sur des questions d'organisation, etc. Et ces 2 rapports sont extrêmement intéressants, justement au point de vue de l'analyse et comment les révolutionnaires doivent aborder une situation de préparation concrète de la révolution. Le Congrès va élire une nouvelle direction, un comité central. Et là encore, j'ai parlé du nombre d'adhérents au moment du Congrès, 240 000, c'est pas rien. Mais il y a d'autres choses. C'est que, par exemple, il y a un petit groupe de sociodémocrates, dans le sens ancien du terme, de sociodémocrates qui jusque-là n'avaient été assez proches des mencheviks ou qui étaient souvent d'anciens bolcheviks qui dans les années 1910-1912 s'étaient éloignés du parti, comme Lunacharsky. C'est le groupe de Trotsky qui s'appelle l'interrayon. C'est comme ça qu'on traduit en français. Alors, ce groupe, ça faisait déjà depuis le mois d'avril qu'il se rapprochait des bolcheviks, mais quand Trotsky était revenu en Russie, il avait refusé tout contact avec le parti bolchevique. Et finalement, le mouvement des masses, et donc c'est intéressant dans cette période, où il y a quand même un recul, le mouvement des masses va le conduire à intégrer le parti. Et d'ailleurs, lors du congrès, Trotsky, qui est en prison, est élu au comité central, ainsi que d'autres militants, comme Yoffé, par exemple, qui va intégrer la direction du parti, son comité central. Il y a un comité central qui est élu, qui est d'une vingtaine de membres, dans lesquels, je signale, il y a 3 femmes. C'est cette organisation, à laquelle il faut évidemment intégrer pleinement Lénine, même s'il n'est pas présent physiquement, c'est cette organisation-là qui va être l'état-major
de la révolution à venir. Et le parti va lancer la nécessité de soutenir les mots d'ordre, la paix comme élément central. La paix, c'est le mot d'ordre qui, quelque part, unifie toutes les forces du camp des exploités. C'est-à-dire, ça unifie les soldats, c'est important dans la période où on est, puisqu'on est en pleine guerre. Ça unifie les travailleurs avec les soldats parce que les ouvriers ne veulent plus de la guerre, etc. Ça unifie le mouvement paysan qui, lui, étant donné que les soldats, pour la plupart, sont des paysans, voudraient voir ses enfants et ses pères revenir sur place. Donc, c'est la question de fond. Et puis, les gens en ont assez de cette tuerie. Le problème n'est pas seulement russe à ce moment-là. Je rappelle que l'année 17, c'est une année où partout on a ce mécontentement contre la guerre. Et que ce mécontentement contre la guerre, il a un contenu de classe, car tout le monde désigne ceux qui sont responsables de la guerre, ce sont les capitalistes. C'est au même moment qu'en France, Anatole France, qui jusque-là avait soutenu l'Union sacrée, déclare « on part en croyant défendre sa patrie, on va mourir pour les marchands de canaux ». C'est donc bien une prise de conscience partout. Deuxième chose, les ouvriers qui réclament la journée de 8 heures. On ne leur a toujours pas donné. Les ouvriers qui réclament des salaires qui leur permettent d'acheter leurs trucs. Et puis, il y a les paysans qui veulent la terre. Donc, on a, là, de la part des bolcheviks, la volonté de s'enraciner sur la base des revendications des travailleurs. Quel est l'état des forces contre-révolutionnaires? Alors les forces contre-révolutionnaires, je te l'ai dit tout à l'heure, elles sont divisées. Elles sont divisées, et en même temps, on a, chez les conciliateurs, c'est-à-dire les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, vraiment une attitude de suivisme par rapport aux forces de la réaction. Alors, ils sont confrontés au fait que les masses qui les soutiennent encore sont hostiles aux cadets, que les cadets veulent en rajouter pour faire pression, pour qu'on puisse revenir encore en arrière, que les forces monarchistes relèvent la tête. Et tout au long du mois d'août, ce qui se prépare, c'est en fait un coup d'État. Un coup d'État, le problème, c'est qui va diriger ce coup d'État. Et là encore, on voit que les forces contre-révolutionnaires sont beaucoup moins fortes qu'on pourrait le croire, car ils ne se mettent pas d'accord sur qui va conduire ça. Il y a d'abord, il y a une complicité profonde entre Kerensky, qui est le chef du gouvernement provisoire, et le général Kornilov, qui est un général que la réaction met en avant pour faire un véritable retour en arrière au processus qui a été déclenché au mois de février. Et il va y avoir un certain nombre de réunions où vont être abordées, parmi les forces contre-révolutionnaires, les tâches à mener. Et notamment, il y a une réunion qui a lieu au mois d'août, qui s'appelle la conférence des personnalités publiques de Russie, et dans laquelle on retrouve les capitalistes, les hommes politiques principaux, etc. Et ils se réunissent à Moscou, et à cette conférence, Kornilov, quand il arrive, il est accueilli à bras ouverts, etc. Il est l'homme du jour. Mais en même temps, il y en a qui disent qu'il faut faire attention, qu'il faut être prudent, et que ça pourrait être contre-productif. Et la situation va petit à petit, si vous voulez, se dégrader au point que, finalement, la contre-révolution qui était prévue est ajournée. Et c'est seulement à la fin du mois d'août, à partir du 27, que Kornilov, à la tête des troupes, va tenter de marcher sur Moscou. Et là, on va assister à un nouveau tournant de la révolution. Que se passe-t-il avec le coup d'État de Kornilov? Le coup d'État de Kornilov,
c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est là qu'on voit quel est le véritable rapport des forces. Tout au long du mois d'août, évidemment, toutes les forces contre-révolutionnaires ont cherché à faire reculer le processus révolutionnaire et les conciliateurs, tout en étant à la remorque de ces forces contre-révolutionnaires, ont eu comme tactique de vouloir, disons, figer les choses là où elles étaient. C'est-à-dire on ne fait pas de pas en avant, mais on évite le pas en arrière, parce que ils ont leurs illusions pseudo-républicaines, etc., etc. Donc ils sont divisés. Et Kornilov devient, à partir du mois d'août, vraiment l'homme de la contre-révolution. Et Kerensky, le chef du gouvernement, a partie lié avec lui. Il a tellement partie lié avec lui qu'au dernier moment, quand Kerensky va changer de camp, il va faire arrêter ceux qui sont venus le voir pour qu'ils se rallient au coup d'État cornélien. Mais ce qui est important avec le coup d'État de Kornilov, c'est qu'il fait la démonstration que les masses ont largement perdu la confiance dans les dirigeants conciliateurs. Pourquoi? Parce que lorsque le Kornilov envoie ses troupes, et que tout le monde sent bien qu'il y a une tentative de coup d'État, Mencheviks et socialistes révolutionnaires vont aller pleurnicher auprès des bolcheviks pour que les bolcheviks défendent la révolution, c'est-à-dire la révolution de février. Quelle va être la position des bolcheviks? La position des bolcheviks, c'est de dire qu'ils vont défendre les acquis de la révolution de février, notamment les libertés démocratiques qui ont été obtenues, malgré tout ce qui s'est passé en juillet. Mais qu'en aucun cas, ils ne soutiendront le gouvernement provisoire, qu'ils défendront les conquêtes révolutionnaires. Et que, de la même manière, ils ne feront aucun front avec les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, parce que ces partis conciliateurs ont montré qu'ils étaient à la remorque de la bourgeoisie. Et ils vont obtenir que les bolcheviks qui ont été arrêtés en juillet soient libérés. Ils vont obtenir, c'est fondamental, que la garde rouge que l'on avait désarmée en juillet soit réarmée, et ils vont renforcer leur position dans l'armée, parce que dans l'armée, notamment dans la garnison de Petrograd, où les forces révolutionnaires sont très fortes, ben, petit à petit, on est passé sur les positions des bolcheviks. Donc, les socialistes révolutionnaires, par exemple, se sont divisés, et il y a ce qu'on appelle les socialistes révolutionnaires de gauche, qui sont favorables à une certaine alliance avec les bolcheviks dans la partie présente. Donc, par conséquent, on voit bien que les bolcheviks entraînent derrière eux les masses populaires, sous l'uniforme ou dans les usines, largement. Et ce qui va se produire, je crois, c'est un événement dont on a tendance enfin, un événement qui reflète un des grands problèmes de la Russie de l'époque, qu'on a tendance à un peu oublier quand on parle de la révolution de l'Octobre, c'est la question nationale. Parce que, par exemple, Kornilov sait très bien que s'il envoie des troupes qui parlent le russe, il va se trouver confronté au fait que les bolcheviks vont faire de la propagande dans les troupes et que les troupes risquent de ne pas marcher pour le suivre. Et donc, il va envoyer la fameuse division sauvage. Il compte sur les Tchétchènes dans la division sauvage, et puis les autres éléments sur lesquels il compte, c'est les Cosaques, qui sont des troupes spéciales, de colons soldats, etc., qui ont toujours été à la tête des répressions, etc. Et la division sauvage, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne parlent pas le russe. Or, les seuls qui sont capables de s'adresser à eux, c'est les bolcheviks, parce que la politique nationale qui avait été élaborée par Lénine et qui avait été complétée par Staline, notamment avec son livre sur la question nationale en 1912, ont des militants qui parlent la langue. Et le camarade Kirov, qui se trouvait justement dans la région du Caucase,
quelques jours auparavant, et qui se trouve à Moscou, au moment où on apprend que Kornilov met en place la division sauvage pour réprimer la révolution à Petrograd, Kirov dit la seule solution, c'est de faire venir des camarades des soviets de ces régions et de les envoyer à Petrograd. Ce qui va se faire d'une manière très rapide par le train. Et ils vont aller expliquer aux soldats de la division sauvage qu'on est en train de les utiliser pour écraser la révolution et donc d'empêcher qu'on revienne à la paix, qu'on fasse la réforme agraire et qu'on donne les libertés, et notamment la liberté nationale, le droit à l'autodétermination. Et du coup, la division sauvage va refuser de frapper les bolcheviks et Petrograd. Alors, Kornilov battu, et c'est là que c'est important, Lénine, depuis sa cache, lance l'idée qu'il faut revenir au mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets. Et il dit même, c'est exceptionnel dans l'histoire, mais il y a la possibilité de nouveau d'un passage non armé, sans soulèvement militaire, à la révolution. Pour ça, il faut que le soviet entérine la réalité de terrain. Sans lui, il n'y a pas de possibilité de défendre la révolution. Et il dit, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, pour l'instant, sont majoritaires au comité exécutif central des soviets, qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous, on sera dans l'opposition, mais nous soutiendrons le pouvoir des soviets. Le coup d'État de Kornilov est battu le 31 août. Et le 1er septembre, déjà, socialistes révolutionnaires et mencheviks sont à la remorque du gouvernement provisoire. Et c'est là que, en fait, les dirigeants bolcheviks tirent la conclusion. Il faut lancer le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets, mais ce tout le pouvoir aux soviets signifie l'insurrection pour en finir avec l'ancienne administration et avec le gouvernement provisoire. Et donc, à travers cela, ce que l'on voit, c'est la capacité du parti bolchevique à adapter ses mots d'ordre tactiques en fonction des rapports de force concrets sur le terrain à tout moment. Et à la suite de cet effondrement de la contre-révolution cornivalienne, en fait, on voit dans toute la Russie, dans les centres industriels, c'est patent, les soviets passent à direction bolchevique et parfois associés avec les socialistes révolutionnaires de gauche, mais de toute façon, dans la plupart des cas, ils sont majoritaires. Petrograd a un soviet bolchevique, Moscou va pas tarder à avoir un soviet bolchevique, etc., etc. Le problème, c'est que le comité exécutif central reste celui du premier congrès des soviets de toutes les Russies, et donc dirigé par les conciliateurs. Mais les soviets, et tous les renouvellements de soviets, ça se fait avec une poussée bolchevique qui leur donne la majorité, ou quasiment telle. C'est vrai dans l'armée, et là aussi c'est important, parce que l'armée étant composée de paysans, le Parti socialiste révolutionnaire, il y avait une très grosse audience. Et bien là, non seulement les socialistes révolutionnaires de gauche gonflent considérablement leurs forces, mais les bolcheviks sont en train de prendre la direction de ces soviets. Et dans la paysannerie, on voit le renforcement des positions bolcheviques. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui sont importants. Par exemple, la presse bolchevique, qui reparaît maintenant officiellement, la presse bolchevique est extrêmement lue. Les tracts sont très lus et les manifestations, les meetings dans les entreprises comme dans les armées, dans les régiments, se font sur des bases qui sont celles du parti bolchevique. Les mencheviks, quand ils veulent intervenir, on leur dit d'aller voir ailleurs. Certains les traitent de cornivolistes. C'est vraiment significatif du fait que le parti bolchevique rallie à ses positions les grandes masses du prolétariat, et notamment du prolétariat de Petrograd. Mais c'est vraiment, si vous voulez, l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, parce que dans toute la Russie, on a le même phénomène. C'est donc quelque chose qui est très important de voir que
à travers l'échec de la tentative de Kornilov, ce que l'on voit apparaître, c'est effectivement une alternative révolutionnaire que symbolise le parti bolchevique. L'émission se poursuit dans un dernier épisode. D'ici là, pensez à partager la vidéo, à vous abonner et à consulter notre site internet dans la description de la vidéo.